nous accueillons Sandra Régol, secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. On va commencer par écouter un appel de votre candidat Yannick Jadot. C'était en meeting ce week-end devant plus de 3000 personnes. Jeunes de France, faites irruption dans ce scrutin. Venez nous bousculer avec vos envies, avec vos colères, avec vos enthousiasmes. Rejoignez-nous, rejoignez-moi, donnez-nous la force, donnez-moi plus de force encore pour construire la République écologique. Vous m'avez corrigé, c'était plus de 5000 personnes lors de ce meeting ce week-end. Alors en effet, les jeunes, on comprend qu'ils fassent cet appel. Yannick Jadot, on entend souvent les jeunes se décident tardivement, etc. N'empêche que ça a l'air d'être un rendez-vous raté quand même. C'est une de leurs préoccupations principales, l'écologie. C'est une des préoccupations principales des Françaises et des Français en général. Mais pour les jeunes, c'est encore plus prégnant puisque c'est de leur avenir dont il s'agit, c'est leur avenir qui se joue maintenant. Alors c'est notre présent aussi, c'est notre avenir commun. Donc oui, un appel spécifique à la jeunesse, parce que ce sont aussi les 18-25 ans qui se déplacent le moins pour aller voter. Et c'est dommage d'avoir un tel désaveu des politiques qui se traduit par une abstention quasi politique, j'ai envie de dire. C'est ce que revendique une certaine partie de la population. Je ne vais plus voter parce que c'est mon moyen de leur dire il y en a marre. Et donc ce que répond Yannick Jadot, ce que nous répondons, c'est si vous voulez construire autre chose, on est là, venez nous bousculer, venez investir les lieux et venez porter vos idées avec nous. Et qu'est-ce qui n'a pas marché finalement pour prolonger la question de Claire? C'est-à-dire que vous aviez un boulevard, j'allais dire, notamment pour vous adresser à la jeunesse, pour porter ce thème du climat. Et on voit, si on regarde les intentions de vote, que Yannick Jadot reste à 5%. Or, il aurait pu bénéficier un maximum, justement, à la fois des jeunes, à la fois du climat. Et on voit que non. À votre avis, où le bas blesse? Alors déjà, pour l'instant, on n'en est qu'au sondage, on fera le bilan. Ce sont des intentions de vote, une photographie voilà, à un moment donné. Après que les électeurs soient passés aux urnes. Et après, il y a j'ai envie de dire, un déficit d'habitude en France de partis qui ne soient pas la droite traditionnelle, la gauche traditionnelle ou issue de ces sérails-là. C'est vrai, l'écologie politique, c'est une voie différente à part entière et c'est pas évident. On est un parti très jeune, on a une trentaine, quarantaine d'années, très jeune donc, et donc on creuse un nouveau sillon. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le vocabulaire qui est habituel à gauche, par exemple. On n'est pas dans des propositions qui sont habituelles, ni à droite ni à gauche. Et donc oui, alors vous retenez que c'est pas assez. Je suis d'accord avec vous, il faut qu'on fasse beaucoup plus. Mais moi, ce que je retiens, c'est que depuis 2019, l'écologie politique s'est ancrée dans les territoires. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de discours sur les écolos, c'est uniquement les européennes. Et puis finalement, il y a eu municipal, régionale, départementale et maintenant cette présidentielle. La réalité, c'est que les écologistes sont élus dans les grandes villes, mais aussi dans des petites et des moyennes villes, à la tête de ces villes. Et ça a étonné tout le monde. Et enfin, les départementales ont montré que nous étions élus, éligibles, appréciés, un peu partout sur le territoire. Tout ça est très nouveau. Donc vous nous demandez, après quelques années à peine d'existence, de faire l'équivalent de ce que des partis qui ont plus de 100 ans font tout le temps et ont du mal à faire aujourd'hui. Je comprends votre enthousiasme, mais on essaye de construire dans le temps et je vois le verre à moitié plein. Vous parliez d'élus que vous avez. Est-ce que vous ne payez pas aussi, par rapport à l'opinion, par rapport aux Français, les errements, les erreurs, pour ne dire que ça, de certains de vos élus? Et on a souvent catégorisé les Verts comme des gens qui punissaient plutôt qu'expliquer. Moi, je pense que c'est l'économie, la pollution, l'absence de bons moyens pour la santé, pour l'école, pour la police, que sais-je, qui sont punitifs. Ça, c'est punitif. On le vit tous les jours. On le vit dans notre corps, on le vit dans notre corps social, on le vit dans notre porte-monnaie. Nous, ce qu'on veut, c'est sortir de ça. Mais vous avez raison, on est caricaturé constamment. Les 3/4 des polémiques, entre guillemets, sur les maires écologistes n'ont jamais existé. C'est juste de l'agitation. Grégory Doucet n'a jamais dit que le Tour de France était, c'est quoi les propos qui lui sont donnés, machiste et polluant. Ça n'existe pas dans l'interview, ce n'est qu'un titre qui a été décidé par des personnes qui ne sont pas des écologistes, qui n'est pas le maire de Lyon, et ainsi de suite. Je peux vous en donner. Le sapin de Noël, il y a eu aussi voler n'est pas
Qu'est-ce que c'était Non, il ne faut pas voler les rêves des enfants. Voilà, il ne faut pas voler, merci, le rêve des enfants. Quelque chose dans ce goût-là. Voilà, c'était ça. C'était une mère qui voulait interdire un aérodrome. Et là encore, non, elle ne voulait pas du tout interdire un aérodrome. On parle d'une subvention de 800 ou 8 000 euros sur un aérodrome qui vit très bien et dont ça représente une part infinitésimale du budget. Vous voyez bien où je veux en venir. Ce ne sont pas des réels sujets, ce sont des sujets montés en épingle. Et donc, vous allez me dire par qui? Eh bien, généralement, par La République En Marche. Typiquement, à Poitiers, c'est La République En Marche qui monte tout ceci en épingle. À Lyon, c'est encore LR et LREM qui montent en épingle tout ça pour s'opposer aux maires écolos. Et ils ont raison, parce qu'en fait, on n'a jamais vu d'écolos au pouvoir. On commence à peine à découvrir dans les villes de France, dans la métropole de Lyon, ce que c'est l'écologie au pouvoir. Et vous savez quoi? Les habitants, ils ne sont pas partis. Ils sont très heureux. Il y a plein de choses qui sont faites. Pendant que les étudiants ramaient en France sous le Covid, pendant que le gouvernement refusait de leur donner des aides, c'est Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon, président écologiste de la métropole de Lyon, qui met en place un RSA pour les jeunes expérimental qui fonctionne très bien et qui a permis à des jeunes de se sortir de l'embarras financier dans lequel ils étaient pendant le Covid. Alors certains vont vous dire quand même que la taxe foncière dans les municipalités écolo, comme vous dites, va largement augmenter. Donc là aussi, vous parlez de Strasbourg. Vous savez à combien elle est aujourd'hui, la taxe foncière? En fait, elle est, même après augmentation, inférieure à celle de Nantes. Donc elle augmentera de 12,6%, quelque chose comme ça. Elle passe à 4%. Voilà. Vous savez qu'à Nantes, elle est au-dessus. Alors que elle va augmenter aussi. Oui. Alors que c'est socialiste, idem à Rennes, idem à Lille, idem... Je peux vous faire la moitié des villes de France. Je peux vous mettre Toulouse, si vous voulez une mairie de droite. Elle est supérieure partout. Et là, on monte en épingle une décision qui va permettre de financer tout le budget social de la ville de Strasbourg. Oui, les transports qui sont gratuits pour les moins de 18 ans, parce qu'en fait, ça pèse sur les ménages. Et donc, quand les écologistes font des choses bien, on les prend par un petit bout, on réécrit l'histoire. C'est ce que je suis en train de faire. C'est une façon de compenser la suppression de la taxe d'habitation qui a été supprimée par Emmanuel Macron et qui fait qu'aujourd'hui, les maires, quelle que soit leur couleur politique, ont du mal à financer le sport pour les enfants, les jeux pour les aînés, la musique pour tout le monde. En fait, tous ces cours qui faisaient la vie de nos villes et de nos villages étaient financés aussi par cette taxe, et aujourd'hui elle n'est plus là, donc ce n'est pas juste un allègement du porte-monnaie, c'est aussi quelque chose qui nous coûte collectivement. Yannick Jadot n'est pas présent aujourd'hui au grand oral de la FNSEA, c'est le premier syndicat. Il est représenté en revanche. Il n'y est pas allé lui-même, alors que c'était censé être le grand oral des candidats. C'est pas important pour lui de parler au premier syndicat agricole, qui est une branche fondamentale de notre... Si, il leur parle souvent, mais je pense que c'est un paysan qui le représente, si je ne m'abuse, qui est un élu de chez nous, mais à vérifier. Je voudrais pas raconter. Mais les autres se sont déplacés en personne, c'est pour ça que je vous pose Il y a plein d'autres endroits où Yannick Jadot s'est déplacé et l'ensemble des autres candidats ne s'est pas déplacé. Ça arrive, les agendas sont compliqués, surtout à quelques jours. Est-ce que c'est parce que c'est le premier syndicat agricole et donc plus porté sur l'agriculture? Vous savez, il a même rencontré le MEDEF qui est vraiment pas fan des écologistes, donc je pense pas que ça le gêne de rencontrer la FNSEA. Par ailleurs, on les a vus à chaque fois qu'on fait le salon de l'agriculture, on prend le temps d'aller rencontrer leur présidente, d'échanger avec eux. Donc non, c'est vraiment pas un problème d'échanger avec eux. Il leur a adressé un message, d'ailleurs, notamment sur LCI avec Elisabeth Martichoux, à ces agriculteurs en disant que la France avait besoin d'eux. Oui, et puis on a besoin d'arriver à les aider dans leur transition. Là où le bas blesse, c'est que moi je suis fille de paysan, je vois très bien les difficultés qu'il y a dans ce milieu et combien il est dur de vivre. Ce sont parmi les personnes qui travaillent le plus dur et ont le moins d'argent qui rentre. De survivre même pour ça. Oui, et vous n'avez pas le choix d'être malade quand vous avez à tailler ou à emmener les animaux, etc., etc. Ce sont des métiers magnifiques, extrêmement durs. Donc nous, on porte des solutions avec lesquelles, par exemple, la tête de leur syndicat n'est pas forcément d'accord. Mais je pose la question, est-ce que la tête de leur syndicat a souvent les pieds dans la terre, dans leurs exploitations ?
C'est une des dérives de l'agriculture française qui est problématique, la sous-traitance de l'ensemble du travail, ce qui ne ressemble en rien à ce qu'on connaît quand on vient des milieux paysans. J'ajoute même qu'un sondage a été fait exprès pour cette réunion et que Yannick Jadot, candidat écolo, bénéficie de 7% d'intention de vote. C'est supérieur même aux 5% au niveau national. Donc il recueille plus de voix, j'allais dire presque, chez les agriculteurs à ce congrès de la FNSEA, ce sommet de la FNSEA. Plus globalement, dans ce que vous dites, je retiens en gros, effectivement, Yannick Jadot, voilà, il y a un effort sur l'écologie politique qui est faite pendant effectivement cette campagne présidentielle. La profession de foi, il est 13h48, à nos téléspectateurs, vous leur dites quoi pour les motiver à voter Yannick Jadot? C'est cette gauche de gouvernement, c'est cette gauche qui est capable d'être aujourd'hui au pouvoir? Non, je leur dis de venir construire l'histoire avec nous, que la France pourrait avoir un président écologiste et que ce serait une première en Europe d'avoir un grand pays avec une présidence écologiste, que si on veut anticiper les crises de demain, les anticiper d'un point de vue démocratique, économique, climatique, eh bien on a besoin d'écologistes au pouvoir parce qu'il n'y a jamais d'écologie sans écologistes. Et la seule voie qui existe aujourd'hui, c'est celle de Yannick Jadot, la seule voie VOX, mais aussi la seule voie VOIE, cette fois-ci, pour le pays, c'est de s'engager dans une politique qui protège, qui prépare et qui, bien entendu, répare ce qui n'a pas été fait. Donc, après, je prêche pour ma paroisse, mais je ne vois pas d'autre solution que d'enclencher maintenant la transition écologique. On a besoin de créer des emplois ici, on a besoin de créer des emplois qui n'altèrent pas notre santé, on a besoin de pouvoir anticiper, de prendre le lead au niveau européen sur toute la transition qui va créer de grandes transformations économiques. Et si les assurances commencent à alerter, si le secteur bancaire commence à alerter, si tout le monde se dit que la transition doit être faite, il est peut-être temps que les politiques le comprennent. Il n'y a qu'une seule façon de le faire comprendre à nos dirigeants, c'est en glissant le bulletin vert dans l'urne, parce qu'il y a deux effets. Un, vous élisez des écologistes. Deux, vous faites pression sur ceux qui ne le sont pas, qui d'un coup, subitement, se découvrent une fibre au moins environnementale. Alors cette écologie de gouvernement, c'est aussi une écologie profondément européenne. Yannick Jadot l'a rappelé hier chez Elisabeth Martichoux. On l'écoute. Et à un moment donné, dans ces moments d'histoire, il faut que chacun comprenne où sont les uns, où sont les autres. Et dans ce moment d'histoire, est-ce qu'on a besoin de l'Union européenne renforcée pour peser face aux dictatures comme face aux puissances économiques? Ou est-ce qu'on a besoin de moins d'Europe? Eh bien, Jean-Luc Mélenchon, comme d'autres, veulent moins d'Europe. Moi, je considère qu'il faut plus d'Europe pour faire face aux grands défis de ce monde. Dès qu'il le peut, il tape sur Jean-Luc Mélenchon en ce moment. C'est un exercice obligé. Là, il tape pas, il constate. C'est pas, je pense pas que les gens de la France insoumise... À disposition, si vous voulez, on a un autre sonore où il tape vraiment. Ok, bon. Mais là, j'ai pas de souci, mais là, en l'occurrence, il constate une différence qui est ancienne. Comme on a des grandes différences sur la géopolitique, comme on a de grandes différences sur la façon de gérer la France, je veux dire la gouvernance pour les insoumis comme pour toute la gauche française. C'est une grande centralité, c'est à Paris que tout se décide. Pour les écologistes qui sont fédéralistes, c'est à l'échelle des territoires. C'est là où on vit, là où on sait quelles sont nos réalités, que les réponses doivent se prendre. C'est une grande différence avec l'Allemagne. C'est la grande différence avec l'Allemagne, où vous aurez remarqué qu'il y a une économie qui résiste plutôt bien et un pays qui se dit plus heureux que ne le sont les Françaises et les Français. Alors il y a plein de choses que je ne ferai pas comme les Allemands, parce que nous avons des visions et des cultures différentes, mais oui, effectivement. On parlait des Länder, par exemple, avec ce pouvoir décisionnel sur des choses importantes. Et vous avez une réelle proximité avec vos ministres. Vous avez un réel moyen de peser directement sur ce qui se fait. Nous, on ne connaît pas ça. On a un homme providentiel. Je ne genre pas Essian, il n'y a jamais eu que des présidents de la République et la seule première ministre qu'on ait eue a duré à peine quelques mois. Donc il y a un homme qui est récipiendaire de toutes les questions que se posent les Françaises et les Français. Oui, on imagine bien qu'il ne peut pas tout traiter. Avoir de la proximité avec ses élus, ça renforce la confiance. C'est pas pour rien que les seuls élus dans lesquels les Françaises et les Français ont confiance, ce sont les maires. Parce que les maires, on les connaît, on les voit, on les croise. Ils rendent des comptes. Tout au long de leur mandat, ils rendent des comptes. Mais c'est ça qu'on veut transformer. Et donc, votre question, c'était sur l'Europe. L'Europe, c'est le rêve de la paix. Et là, on voit à quel point c'est important. Les Ukrainiens disent on veut participer à cette Europe démocratique qui nous aide à nous protéger les uns les autres. Moi, je l'entends beaucoup de la part des Polonaises en particulier, des Polonais en général aussi. L'Europe est le dernier rempart avant que la Pologne ne bascule du côté obscur
de la droite. Donc il y a une réalité à ce rêve européen qu'on avait complètement oublié et que la guerre en Ukraine vient raviver. Après, ce n'est pas l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. L'Europe, elle est dirigée par le clan libéral, par la droite, par même une grosse part de l'extrême droite qui fait beaucoup d'accords avec la droite pour la gérer. L'Europe qu'on veut, c'est pas celle-ci. Donc c'est une autre majorité, une majorité plus parlementaire. Et je termine là-dessus. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une élection à la proportionnelle qui fait que tout le monde est représenté au Parlement européen. On y travaille très bien, c'est-à-dire qu'on oublie un peu sa couleur politique. On travaille sur des objectifs, on les obtient. Mais il y a un souci, c'est que ça, c'est l'Europe des peuples, celle où on décide, celle où c'est démocratique, celle où il y a un Parlement. Mais l'Europe a basculé. Et aujourd'hui, ce sont les représentants des chefs d'État qui prennent des décisions. Ce sont des gens qui n'ont pas été élus, qui ne sont pas représentatifs de la diversité d'opinions de la population. Et quand on bascule de ce côté-là, donc moins démocratique, eh bien ça fonctionne moins bien. C'est ça aussi qu'on veut changer. On garde ce rêve européen et on restaure politiquement la ligne. Il est évident qu'on sera d'accord avec beaucoup de gens. Rapidement, une autre grande différence avec le candidat insoumis, quand certains parlent de vote utile, vous parlez de vote de conviction. C'est pas seulement une différence sémantique ? Je ne sais pas, je ne veux pas faire de mauvaises blagues, mais il y a quelque temps, la France insoumise ne parlait jamais de vote utile, si ce n'est pour en dire beaucoup de mal. Donc les choses évoluent et effectivement, la rhétorique fait partie du jeu politique. Après, évidemment qu'on veut un vote de conviction. Aujourd'hui, les Françaises et les Français ne vont plus voter parce qu'il y a un sentiment que ça ne sert pas à grand-chose. Oui, mais pourquoi ? Donc oui, on veut restaurer ça. Mais parce qu'en fait, droite, gauche, si vous discutez avec des gens, ils vont vous dire « je me suis fait avoir à chaque fois ». On m'a promis des choses. Et la réalité de la politique qu'on a vécue était différente. Où en sera Europe Écologie Les Verts au lendemain du premier tour, avec un Yannick Jadot qui... en train de préparer le second tour, évidemment. Alors, après le second tour, avec une Sandrine Rousseau, finaliste de la primaire, rappelons-le, qui dit, moi, s'il y a un face-à-face Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, je vote Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'implosion de votre parti ? Alors, je fais partie d'un parti qui, il y a une dizaine d'années de cela, était le petit village gaulois dans lequel on réglait ses comptes par presse interposée tous les jours. Et ce n'était pas une personne qui s'exprimait contre la ligne collective, mais c'était tout le monde qui s'exprimait contre tout le monde. Donc oui, on a progressé. Aujourd'hui, il y a une voix qui est en désaccord. Ça fait partie de notre façon de vivre la politique. C'est-à-dire qu'il y a une démocratie qui tranche. Mais on voit bien qu'il y a des tiraillements sur la gauche de la gauche. Oui, emmené par Sandrine Rousseau. Je vous invite à aller voir à l'intérieur des Républicains comment ça se passe alors qu'ils sont censés être extrêmement collectifs. Allez voir du côté des socialistes qui voient encore leurs troupes partir chez Emmanuel Macron. Allez voir chez Marine Le Pen qui a vu la moitié de ses élus, grands élus, partir chez Éric Zemmour. En fait, on revient à la même chose que sur les polémiques. On s'intéresse toujours, on demande toujours des comptes aux écologistes et vous savez pourquoi ? C'est parce que tout le monde pense qu'on est plus éthique et plus droit que les autres. Et c'est tout à fait vrai. Par contre, on n'est pas des saints, on est juste des êtres humains. Vous parliez tout à l'heure de ces peuples qui ont le droit d'avoir des élus qui les représentent dignement. Je voudrais qu'on revienne sur une des promesses d'Emmanuel Macron. Il s'agit de la proportionnelle. Est-ce que ce ne serait pas la meilleure façon dans notre pays de ramener les gens à voter tout simplement ? C'est une des façons. Ça et lutter réellement contre le cumul des mandats, qui peut être ou en fonction... L'un n'est pas réductible de l'autre. Ou dans le temps, parce qu'en fait, quand on a passé 40 ans de sa vie à être élu, peut-être, je soumets la question, peut-être qu'on n'est plus aussi connecté avec la réalité de tous les jours des Françaises et des Français, voire quand on n'a jamais exercé ailleurs qu'en politique, il peut y avoir des petits soucis. Et c'est un peu la spécificité des écologistes, dont aucun d'entre nous... On a une carrière politique, on a tous travaillé ailleurs et même en général on est venu à la politique sur le tard. La proportionnelle alors, vous dites. Et la proportionnelle, c'est une demande de très longue date des écologistes qui veulent de toute façon changer la Ve République pour la rendre plus démocratique, plus parlementaire, plus ouverte. Et donc oui, la proportionnelle est un outil, elle a déjà été instaurée en France, retirée assez vite, en 86 je crois, et elle permet d'avoir une meilleure représentativité. Mais ce n'est pas suffisant pour restaurer la confiance. Les Français ont perdu confiance dans leurs représentants politiques. Et c'est pas pour rien. Les affaires, les promesses non tenues, etc. font tout ça. On essaye de construire un autre langage politique, mais c'est long. Rapidement, il nous reste 20 secondes. Le patron des chasseurs qui appelle à voter Emmanuel Macron au premier tour, vous dites pas de surprise.
aucune surprise, mais une surprise quand même, c'est que c'est le patron du lobby des chasseurs qui dit ce que va sortir Emmanuel Macron comme proposition, ou alors qui dicte, qui tient la plume d'Emmanuel Macron. Dans les deux cas, c'est absolument scandaleux d'un point de vue démocratique. Merci beaucoup, Sandra Rogoff.